Il existe un phénomène financier fascinant qui traverse les générations. Ce n'est pas une question de compétence ou d'intelligence. Des personnes brillantes, disciplinées et consciencieuses y tombent régulièrement. C'est un mécanisme invisible qui fonctionne en arrière-plan de nos vies, alimenté par les attentes sociales et les définitions culturelles du succès. Ce phénomène, c'est la confusion systématique entre l'apparence de la richesse et la richesse réelle. Chaque époque établit des règles implicites sur ce que signifie avoir réussi. Ces règles ne sont jamais écrites. Elles ne sont jamais annoncées officiellement. Elles s'infiltrent graduellement à travers les conversations, les médias, les choix des personnes autour de nous. Et lorsque nous avons finalement les moyens de respecter ces règles, nous le faisons. Cela semble naturel. Cela semble être la progression logique. Mais voilà le problème. En construisant l'image du succès, nous oublions souvent de construire les fondations réelles du succès. Prenons la génération qui a connu l'après-guerre. Pour cette génération, la propriété immobilière incarnait l'accomplissement ultime. Après des décennies de précarité et de location, posséder sa maison représentait bien plus qu'un simple bien. C'était la preuve tangible que vous aviez réussi. C'était la stabilité. C'était le rêve. Lorsque les banques ont commencé à offrir des hypothèques accessibles, cette génération a fait ce qui semblait évident. Elle a emprunté le maximum possible et s'est lancée dans l'acquisition immobilière. À court terme, cette stratégie a fonctionné. Les propriétés se sont appréciées. L'inflation a joué en faveur des emprunteurs. Mais voici ce qui s'est produit subrepticement. Toute la richesse accumulée s'est cristallisée dans les murs d'une maison. Le reste du portefeuille financier est resté anémique. Les pensions n'ont pas été alimentées correctement. Les placements diversifiés n'ont jamais vraiment décollé. À 70 ans, ces personnes possédaient une belle maison, mais pas les liquidités nécessaires pour vivre confortablement pendant 30 années de retraite. Elles avaient construit l'image du succès sans construire la substance. La génération suivante a observé cela et a tiré une conclusion différente. Elle a pensé « Nous ferons mieux. Nous gagnerons plus d'argent. Nous aurons plus de liberté. » Et effectivement, elle a gagné davantage. Mais quelque chose d'insidieux s'est produit. À chaque augmentation de salaire, à chaque promotion, le mode de vie s'est expansé proportionnellement. Une meilleure voiture, une plus grande maison, des vacances plus lointaines, des écoles privées pour les enfants. Chaque décision individuelle semblait raisonnable. On pouvait se l'offrir. On l'avait mérité. Mais collectivement, ces micro-décisions ont créé un phénomène appelé « lifestyle creep », la dérive du mode de vie. Ce qui est particulièrement pernicieux avec ce mécanisme, c'est qu'il crée une illusion de richesse croissante. Le revenu augmente de 30%, mais les dépenses augmentent aussi de 30%. Le ratio entre ce qui entre et ce qui sort reste identique. À 50 ans, malgré des revenus 2 fois supérieurs à ceux de leurs parents, ces personnes n'ont pas accumulé proportionnellement plus de richesse. Elles ont simplement construit une version plus coûteuse de la même vie. L'apparence du succès s'est améliorée. Les fondations, elles, sont restées étrangement fragiles. Puis est arrivée une génération confrontée à des circonstances radicalement différentes. Après une crise financière majeure, l'accès à la propriété s'est fermé. Les pensions se sont évaporées. Les salaires ont stagné. Cette génération a regardé autour d'elle et s'est rendu compte que les symboles traditionnels du succès lui étaient inaccessibles. Alors, elle a redéfini ce que signifiait réussir. Si on ne pouvait pas posséder une maison, on pouvait au moins vivre une vie riche en expériences. On pouvait voyager. On pouvait manger dans les meilleurs restaurants. On pouvait assister à des concerts. On pouvait se créer des souvenirs. Et voici le twist. La culture a validé cette redéfinition avec enthousiasme. Les magazines de lifestyle proclamaient que les expériences étaient plus précieuses que les possessions. Les réseaux sociaux célébraient les voyages et les aventures. Les influenceurs affirmaient que la vraie richesse, c'était le temps et les souvenirs, pas l'argent. Cette génération s'est donc lancée dans une accumulation frénétique d'expériences. 4 voyages par an, des restaurants branchés chaque semaine, des abonnements à des services de divertissement innombrables.
Tout cela semblait être une forme de sagesse supérieure, comparée à l'accumulation matérielle des générations précédentes. Mais à 40 ans, cette génération s'est retrouvée avec un portefeuille d'investissement anémique, aucune propriété, et une anxiété croissante concernant l'avenir. Les expériences avaient été magnifiques, les souvenirs étaient authentiques, mais les actifs, ils n'existaient pratiquement pas. Et voici l'ironie. Cette génération avait remplacé un costume de richesse par un autre. Au lieu de porter le costume de la maison et du statut, elle portait le costume du voyageur aventurier et du vivant authentique. Mais c'était toujours un costume. L'apparence avait simplement changé de forme. Maintenant, observons la génération actuelle. Elle a grandi en regardant les générations précédentes commettre leurs erreurs. Elle a accès à une littérature financière sans précédent. Elle comprend les intérêts composés à 19 ans. Elle parle d'index-fonds comme si c'était une conversation ordinaire. Théoriquement, elle devrait avoir échappé au piège. Mais le piège s'est simplement modernisé. La nouvelle définition du succès n'est plus la maison, ni le mode de vie, ni même les expériences. C'est l'esthétique, c'est l'image. C'est la capacité à communiquer une certaine version de soi-même à une audience invisible. Le setup technologique parfait. L'appartement qui photographie bien. Les vêtements qui signalent le goût. Les marques qui communiquent « j'ai réussi ». Et la partie la plus troublante, cette génération fait tout cela en même temps qu'elle investit. Elle place 50 € par mois dans un fonds d'investissement tout en dépensant 200 € par mois pour des articles dont la fonction principale est leur apparence sur les réseaux sociaux. Le piège n'est plus l'ignorance, c'est la performance. C'est la capacité à parler le langage de la richesse réelle tout en construisant la richesse performative. C'est poster des photos de ses relevés d'investissement tout en maintenant des habitudes de dépenses qui contredisent l'objectif affiché de liberté financière. Alors, comment échappe-t-on réellement à ce cycle? Ceux qui l'ont fait, à travers toutes les générations, ont fait quelque chose de remarquablement simple, mais profondément contre-intuitif. Ils ont séparé l'image de la substance. Ils ont accepté de paraître moins riches qu'ils ne l'étaient réellement. Ils ont porté la voiture plus longtemps. Ils ont habité la maison plus modeste. Ils ont limité les voyages. Ils ont résisté à l'upgrade esthétique. Et ils ont investi la différence. Ce n'est pas une stratégie compliquée, mais elle s'oppose à chaque instinct social que nous possédons. Nous sommes programmés pour signaler notre statut. Nous sommes motivés par la reconnaissance sociale. Nous voulons que les autres sachent que nous avons réussi. Et cette motivation est si puissante qu'elle peut complètement éclipser la construction réelle de la richesse. La règle, si vous en cherchez une, est celle-ci. Les actifs, d'abord, le mode de vie, ensuite. Pas éternellement, juste jusqu'au moment où les actifs génèrent suffisamment de revenus pour que le mode de vie soit réellement financé par la richesse, pas par le revenu. C'est le moment où vous pouvez enfin vous permettre l'image sans compromettre la substance. Chaque génération qui a réussi à construire une richesse durable a découvert cette vérité. Pas par accident, pas par chance, mais en faisant le choix conscient de retarder la gratification sociale pour accélérer l'accumulation réelle. La question que vous devez vous poser maintenant est simple mais profonde. Dans quelle version de ce piège vivez-vous actuellement? Est-ce que votre richesse est concentrée dans un seul actif immobilier? Est-ce que votre mode de vie s'est expansé avec chaque augmentation de revenus? Est-ce que vous construisez des souvenirs au lieu de construire des actifs? Ou est-ce que vous construisez une image de richesse sans construire la richesse elle-même? Nommer le piège est le premier pas pour en sortir.